C'est l'histoire d'un jeune couple qui rencontre des problèmes conjugaux et qui appelle leur pasteur pour venir les aider à résoudre les différents problèmes. Lorsque ce dernier arrive, il écoute leurs différents problèmes et il dit ce qu'il peut dire, mais il se rend compte quand même que ce couple chrétien ne lit pas leur Bible. Avant de partir, le pasteur va faire quelque chose. Il se rend compte que le couple a une petite cuillère en or qui semble être leur fierté, qui se trouve justement sur la table. Et le pasteur prend la cuillère en or et la glisse doucement dans la Bible, puis referme et puis rentre chez lui. Quand il est parti, le couple qui visiblement ne trouve plus leur cuillère en or arrive à la conclusion que le pasteur aurait volé leur cuillère en or. Mais il n'ose pas dire ça au pasteur. Et le temps passe, 1 an. Et puis un jour, ce pasteur décide de leur rendre visite pour voir comment est-ce que le couple se porte. Quand il arrive, il y a un petit silence, un peu comme un non-dit. Le couple qui n'ose pas demander au pasteur si c'est lui qui avait volé la cuillère. Et donc, il y a un petit silence. Et puis à un moment donné, le pasteur prend la parole et demande au monsieur, avez-vous finalement trouvé votre cuillère en or? Et le monsieur surpris dit, mais est-ce que vous savez où ça se trouve donc? Et le pasteur dit oui. Et là où votre cuillère se trouve, là se trouvent la plupart des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans votre couple. Ah bon? Oui. Alors le pasteur leur dit, il faut donc ouvrir la Bible. Et quand le monsieur va prendre la Bible, il trouve effectivement la cuillère dedans. Et surpris, il dit, mais donc tout ce temps-là, la cuillère était chez nous ici à la maison. Le pasteur dit oui. Vous me demandez de résoudre les problèmes que vous rencontrez. Mais la plupart des problèmes que vous avez aujourd'hui peuvent trouver leur solution si tout simplement vous lisiez votre Bible. Il y a un adage qui dit que quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, comme pour dire que les Africains n'aiment pas lire. Et ceci est tristement vrai. Nous n'aimons pas lire. Nous aimons suivre la télé. Nous aimons regarder des matchs de football. Mais pour ce qui est essentiel à notre éducation, nous n'aimons pas trop ça. À savoir la lecture. On dit que la plupart, si ce n'est tous les hommes riches de ce monde, lisent en moyenne 50 livres par an. Des gens comme Bill Gates, hein? Il y a des gens qui vont même jusqu'à 200 livres par an. Ce qui fait en moyenne, calculé par semaine, ça fait beaucoup. Et la majorité des Africains ne lisent pas et se demandent pourquoi ils n'évoluent pas. Beaucoup de personnes de cerveau bien faites ont écrit beaucoup de choses intéressantes qu'ils ont mis dans les livres. Leurs expériences dans la vie, ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour réussir et tout ça. Et je suis convaincu que si nous lisions, on va apprendre beaucoup de choses et on ne peut que grandir. L'initiative donc de cette chaîne se propose à vous aider à aimer lire, ou du moins à apporter des informations livresques à votre niveau, si ça peut vous motiver à lire. Donc ce que nous allons faire, c'est de vous apporter les résumés des différents livres que nous-mêmes nous avons lus, que nous avons trouvé intéressants, que nous essayons de partager avec vous. Et le premier livre que nous allons voir aujourd'hui, c'est un livre qui n'est plus à présenter, un livre mondialement connu que certains d'entre vous certainement ont déjà lu, ou tout au moins écouté l'histoire, entendu parler. C'est le livre du célèbre auteur américain d'origine japonaise, je suis sûr que vous l'avez deviné, Robert Kiyosaki. L'un de ses best-sellers qu'on appelle Père riche, Père pauvre. Un livre que j'ai lu
que j'ai trouvé très intéressant. Et je pense que ce serait intéressant que vous aussi vous le lisiez. Donc on se retrouve donc pour le résumé de ce livre. Un livre que j'ai lu, donc on se retrouve donc pour le résumé de ce livre. Alors, le livre porte principalement sur le succès au niveau financier et il tire son inspiration essentiellement de l'enfance de l'auteur, de l'éducation qu'il a reçue dans son enfance et de l'impact de cette éducation sur la personne à succès qu'il est devenu. On dit que 89% de tous les millionnaires de ce monde l'ont lu et 100% des milliardaires de ce monde l'ont déjà lu au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois. Est-ce que toi aussi tu as déjà lu ce livre? Est-ce que tu envisages au moins de le lire? Peut-être qu'après ce résumé, tu vas le lire. En tout cas, l'auteur a structuré son livre sur 6 leçons principalement. La première, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Deuxième leçon, pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier? Troisième leçon, occupez-vous de vos propres affaires. Leçon numéro 4, l'historique des taxes et le pouvoir des entreprises. Leçon numéro 5, les riches génèrent de l'argent. Leçon numéro 6, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. On va donc voir la première. Avant, revenons un peu dans l'enfance de Robert et écoutons l'histoire de Père riche, Père pauvre telle que racontée par l'auteur. J'ai eu 2 pères, l'un riche et l'autre pauvre. Au moment des faits, le riche n'était pas encore devenu riche et le pauvre n'était pas encore pauvre. L'un a terminé 2 doctorats et travaillait dans un poste de responsabilité au ministère de l'Enseignement. Et l'autre qui n'a même pas terminé le collège s'est lancé très tôt dans les affaires et possédait à l'époque 3 petits restaurants. Cependant, la manière de penser et la manière d'agir de chacun des deux, laissait présager ce que chacun allait devenir au fil des années. Pendant que l'un disait par exemple, je ne serai jamais riche, l'argent ne m'intéresse pas, je fais mon boulot parce que je l'aime et tout ça, l'autre affirmait haut et fort, je suis riche et les personnes riches ne font pas ceci ou cela, lorsqu'il parlait de lui-même. L'un disait par exemple, je ne peux pas me le permettre lorsqu'il s'agissait d'une dépense. Et l'autre pensait qu'il fallait plutôt se poser la question, comment puis-je me le permettre? Et disait que le fait de dire je ne peux pas me le permettre bloquait votre cerveau et vous empêchait de réfléchir pour chercher une éventuelle solution. Pendant que l'un disait souvent ne joue pas avec le feu quand il s'agit de l'argent, l'autre disait souvent il faut apprendre à gérer les risques en matière d'argent. Et l'un me conseillait souvent d'aller à l'école, d'étudier fort pour trouver un bon travail un jour dans une très bonne entreprise. L'autre me conseillait aussi d'aller à l'école, mais de posséder des entreprises un jour. L'un disait souvent notre maison est notre plus grand investissement. L'autre pensait que sa maison était un passif et disait même que si votre maison est votre investissement, votre plus grand investissement, c'est que vous êtes en danger. Pendant que l'autre s'évertuait à épargner quelques dollars à la fin du mois, l'autre s'est construit un empire financier de plusieurs millions de dollars au fil des ans. Conséquence, au crépuscule de leur vie, l'un a terminé pauvre et endetté lorsqu'il a perdu son boulot. Il est donc mort en laissant des dettes à sa famille. Et l'autre est mort en laissant des millions de dollars comme héritage à sa famille et à sa congrégation religieuse. Comme quoi, le système de pensée que nous entretenons et notre rapport vis-à-vis de l'argent va déterminer ce que nous allons devenir dans la vie ou ce que nous sommes actuellement. 2 leçons reçues par l'auteur, la conclusion à tirer, c'est que les gens façonnent leur vie par le moyen de leur pensée. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, les pauvres le font. Les pauvres travaillent pour l'argent. Pour l'auteur, travailler toute sa vie pour quelqu'un ou en tout cas pour une structure
moyennant un salaire, c'est un peu comme le comportement de l'âne et la carotte. Un monsieur devait transporter des marchandises pour aller à l'autre bout de la ville avec son âne. Et l'âne, qui visiblement n'aimait pas le voyage, a refusé de faire le parcours. L'homme a utilisé tous les moyens sans grand succès et à un moment donné, il a eu une idée. Il savait que l'âne aimait les carottes. Il a donc attaché les carottes sur un bâton, il s'est assis sur l'âne et a pendu les carottes juste sous le museau de l'âne. Et donc, l'âne s'est mis à marcher en cherchant à attraper les carottes. Vous l'avez compris. Ils ont parcouru toute la distance sans que l'âne n'ait pu manger les carottes, mais sans se rendre compte également aussi qu'il a finalement fait la distance. Le scénario peut continuer pendant des jours, des mois, des années, 30 ans, 40 ans. Il peut répéter la même scène et chaque jour, l'âne doit toujours se contenter de carottes illusoires, sans jamais pouvoir les attraper. Selon l'auteur, aller se réveiller chaque matin, aller travailler, revenir le soir et répéter le même scénario pendant des jours, des mois, des années, moyennant un salaire, en travaillant dur, cherchant des augmentations, c'est exactement se comporter comme ce âne-là. Vous vous retrouvez finalement piégé dans un engrenage qu'il qualifie de foire d'empoigne. C'est un conditionnement émotionnel qui est essentiellement guidé par la peur et l'avidité. Si par exemple, votre employeur vous disait que vous avez une augmentation de salaire, tout de suite, vous allez être très content et allez commencer par penser à toutes les dépenses que vous pouvez faire avec la nouvelle somme qui va venir s'ajouter sur votre salaire. Si à l'inverse, il vous disait que vous êtes congédié, vous êtes licencié, vous allez prendre peur et commencer par se demander à quoi va ressembler votre vie. Toutes les charges que vous avez, comment vous allez pouvoir les assumer. Et ce sont justement ces deux émotions qui font que vous êtes obligé de travailler sans vous rendre compte, peut-être pendant 30 ans. Selon l'auteur, le désir et l'avidité entraînent les gens dans ce conditionnement-là et qui les empêchent de se réveiller. Si on veut donc devenir riche, il faut sortir de cet engrenage-là. Les pauvres pensent souvent que le fait d'avoir été à l'école signifie qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses et qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Les riches savent que l'apprentissage ne fait que commencer et passent toute leur vie à apprendre. Chaque parent devrait donc apprendre l'ABC du domaine financier afin de l'enseigner à ses enfants. Parce qu'imaginez que vous n'avez aucune notion sur l'argent et que vous devez éduquer votre enfant. Pourquoi? Parce que l'école justement n'éduque pas sur la question financière. Donc les enfants doivent apprendre la question de l'argent à la maison. Mais qu'est-ce qu'un parent pourra enseigner à son enfant si ce n'est de lui dire d'aller à l'école, d'avoir des diplômes et travailler, en sachant que le travail se fait rare et même le travail ne suffit pas. C'est pour cette raison qu'il est très important d'enseigner le domaine financier à nos enfants. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas les sommes d'argent que vous gagnez, mais combien d'argent vous parvenez à conserver sur plusieurs générations. Père riche avait l'habitude de dire, si tu veux être riche, tu dois connaître l'ABC du domaine financier. Ne pas connaître le domaine financier et chercher à devenir riche, c'est comme vouloir construire une cathédrale sur une fondation d'un tout petit bâtiment. Conséquence, vous érigez des murs et à un moment donné, le bâtiment s'écroule parce que la fondation n'a pas supporté le poids du bâtiment. Pour l'auteur, connaître la différence entre l'actif et le passif et acheter des actifs, voilà tout ce qu'il faut savoir pour devenir riche. Les riches acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passif et croient que ce sont des actifs. Voilà ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Il faut donc connaître la différence entre un actif et un passif. C'est quoi un actif? L'actif, en définition simple, met de l'argent dans vos poches. L'actif met l'argent dans vos poches. Le passif, quant à lui, sort l'argent de votre poche. Le passif sort l'argent de votre poche. L'actif met de l'argent dans vos poches. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Que ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez ou que vous possédez qui fait de vous un homme riche ou un homme pauvre. Mais c'est ce que vous faites de cet argent qui détermine
qui est-ce que vous êtes en réalité. Vous l'avez compris, la richesse ou la pauvreté est une notion relative. Ce n'est qu'un état d'esprit, c'est un paradigme qui finalement se rejaillit sur la vie de tous les jours et ce que nous possédons dans la vie de façon concrète. Examinons le premier élément dans la catégorie pauvre. Qui est-ce qu'on peut qualifier de pauvre? Supposons que vous travaillez, vous avez un emploi et donc vous avez un salaire à la fin du mois. Peu importe le montant que vous gagnez, ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, ça peut être 100 000, 200 000. Si l'argent que vous gagnez vous sert à gérer les dépenses seulement, les impôts, la nourriture, le loyer, les vêtements, les loisirs, le transport seulement, alors vous êtes véritablement un homme pauvre. Et ça, peu importe l'argent que vous gagnez. Parce que le jour que vous arrêterez de travailler, vous serez en difficulté. Si l'argent que vous gagnez vous sert à dépenser, mais vous sert aussi à acheter des éléments de passif. Et c'est quoi un élément de passif? Ça peut être votre maison, votre voiture, les prêts bancaires. Ce sont des éléments, rappelez-vous, l'actif sort l'argent de votre poche qui vous occasionne des dépenses. Prenons l'exemple d'une voiture. La voiture a besoin d'entretien, a besoin de carburant pour rouler. Ça fait donc sortir l'argent de votre poche. Et ça crée même parfois des déplacements inutiles. Donc tout ceci fait sortir l'argent de votre poche. L'homme de la classe moyenne gagne beaucoup d'argent, mais il acquiert essentiellement des éléments de passif qui lui créent beaucoup de dépenses qui font que finalement, il n'a pas d'économie et il n'a pas quelque chose qui lui génère de l'argent. Et ça fait de lui une personne de la classe moyenne et ce, peu importe le montant qu'il gagne. Un homme de la classe riche, par contre, peu importe combien il gagne, peu importe sa source de revenus, va s'arranger à acquérir des éléments d'actifs. Il va acquérir des actifs. Et comme on l'a dit, l'actif met l'argent dans vos poches. Donc l'actif va générer d'autres revenus et ces revenus supplémentaires vont lui servir à gérer ses dépenses quotidiennes et à acquérir peut-être quelques éléments de passif. Donc au fil du temps, sa case d'actifs va s'agrandir et donc ses revenus vont s'augmenter. Donc c'est la manière de gérer l'argent qui fait de vous un homme riche ou un homme pauvre. Le pauvre, en un mot, gère mal son argent. L'homme riche gère bien son argent. Gérer bien ou mal, c'est acquérir des actifs ou des passifs. Ce qui fait que les gens pauvres et de la classe moyenne continuent pas à avoir des difficultés financières, c'est que peu importe si leurs revenus s'augmentent, leurs dépenses aussi s'augmentent. Et si vos revenus et vos dépenses s'équivalent, c'est que vous n'avez pas d'économie et vous n'avez pas de réserve quelque part. Vous acquérez beaucoup d'éléments de passifs qui engendrent des dépenses qui fait que plus vos revenus s'accroissent, plus vos dépenses s'accroissent et donc vous n'avez aucune marge. Les gens de la classe de riches vont avoir totalement l'opposé. Plus les revenus s'accroissent, ils vont acquérir plus d'actifs. Et comme l'actif met l'argent dans les poches, l'actif engendre de nouveaux revenus et ces revenus-là vont les permettre d'acquérir encore des éléments de la classe des actifs qui vont encore engendrer et le scénario peut continuer, il peut même prendre sa retraite et l'argent va continuer par venir vers lui. Pendant ce temps, puisqu'il acquiert très peu d'éléments de passifs, ses dépenses sont minimisées. Et donc, ses revenus s'accroissent et ses actifs aussi. Vous aussi, vous pouvez commencer par gérer votre argent de cette façon. Vous pouvez donc commencer par vous occuper de votre propre affaire. Ray Kroc, c'est le fondateur de McDonald's. Et Ray Kroc a été invité un jour dans un établissement, dans une université pour donner une conférence. Après la conférence, il avait été invité par quelques étudiants pour aller manger quelque chose. Et lorsqu'ils étaient à table, Ray Kroc a posé la question aux étudiants. Chers amis, que pensez-vous que je fais dans la vie? Tout le monde s'est mis à rire. Tellement tout le monde savait qu'il était le PDG de McDonald's et donc il était spécialisé dans le hamburger. Il a insisté sur sa question. Que pensez-vous que je fais? Quel est mon domaine ou bien mon secteur d'activité? Et sur l'insistance de Ray Kroc, un étudiant a pris la parole et a dit, vous êtes dans le hamburger, tout le monde le sait. Et dit, c'est exactement ce que je m'attendais à ce que vous disiez comme réponse. Je suis dans le hamburger, tout le monde le sait. Parce que c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde veut le hamburger. Mais moi,
mon affaire, ce n'est pas le hamburger, c'est l'immobilier. Mon affaire, c'est l'immobilier parce que l'immobilier me génère plus de revenus que le hamburger. C'est aussi fait que McDonald's s'est spécialisé dans la vente de ses franchises un peu partout. Aujourd'hui, la société McDonald's est plus riche dans le foncier même que l'Église catholique. Donc, chaque fois qu'il devait vendre une franchise, il prenait le temps de bien choisir la position de cette franchise-là, de sorte qu'au fur et à mesure que le temps passe, l'immobilier, le bâtiment devait donc prendre de la valeur et tout ça. Et c'est là-bas qu'il tirait principalement les revenus de sa société. C'est ça son affaire. Quelle est vous aussi votre affaire, en dehors de ce que vous faites déjà pour votre patron? Qu'est-ce que vous faites qui constitue votre propre affaire? Très important. Donc, peu importe votre profession, peu importe la quantité de revenus que vous avez de cette profession, arrangez-vous à avoir votre propre affaire qui vous génère aussi des revenus. Et là, vous vous occupez de vos affaires. Parce que si on analyse très bien, à ce jour, vous travaillez principalement pour 3 personnes, sauf pour vous-même. La première personne, c'est votre patron, votre employeur, pour qui vous travaillez pour le rendre beaucoup plus riche qu'il ne l'est déjà, et peut-être les actionnaires aussi. La deuxième personne, c'est le gouvernement. Le gouvernement va toujours prélever l'impôt avant que vous percevez même votre salaire. Et la troisième personne, c'est votre banque. Votre banque gère votre compte et s'arrange à vous donner des prêts moyennant des intérêts. C'est là son affaire. Et vous, quelle est votre affaire? Vous devez aussi créer une affaire qui vous génère des revenus en dehors de ce que vous gagnez déjà de votre profession. Et là, vous pourrez dire que vous vous êtes occupé de votre propre affaire. L'auteur a travaillé dans une société. Et de cette société, lorsqu'il gagnait de l'argent, il a créé ses propres petites sociétés, une société de fabrique de porte-monnaie qui lui générait des revenus. Au début, très bas, mais à un moment donné, ça lui générait plus de revenus que ce que son travail même pouvait lui procurer. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans les affaires. Et vous, est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose? Vous pouvez le faire. Savez-vous que vous êtes taxé, vous êtes beaucoup plus taxé en dépensant l'argent qu'en acquérant des actifs? Et pourtant, nous avons vu plus haut, l'actif vous permet de devenir riche. Mais lorsque vous acquérez des éléments d'actifs, vous êtes moins taxé. Si par exemple, vous concluez une transaction, une affaire, et de cette affaire, vous gagnez de l'argent. Si vous encaissez cet argent, automatiquement, vous devez prélever les impôts. Ou du moins, si l'État prélève les impôts. Mais si l'argent que vous avez gagné, vous ne l'encaissez pas et que vous l'impliquez dans une autre transaction tout de suite, l'État ne vous prélève pas l'impôt. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui acquiert un bâtiment peut-être à 50 millions. Le jour qu'il décide de revendre ce bâtiment de 50 millions, mais qu'il ne la vend pas directement et qu'il achète plutôt un autre bâtiment de 75 millions, il ne paie pas d'impôt sur la vente qu'il vient de réaliser. Et cette différence est fondamentale entre les riches et les pauvres. C'est ce qui fait que l'intelligence financière va avoir un rôle très important dans votre succès sur le plan financier. Les riches consacrent donc leur temps à développer des compétences sur la comptabilité. La comptabilité, c'est de savoir lire un bilan financier, l'investissement, la science de l'argent qui génère de l'argent, bien sûr, la compréhension d'un marché, la science de l'offre et la demande, et enfin la loi. Ils vont passer le temps à essayer de comprendre la loi sur les finances pour voir comment est-ce qu'on peut contourner la loi. Ce qui fait que les riches qui possèdent des entreprises, ils ont des gains, ils dépensent d'abord avant de payer les taxes. À l'opposé, les pauvres aussi ont des gains, mais eux, ils paient des taxes avant de dépenser. Et ça fait une grosse différence. Si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces cases-là, vous savez dans quelle position vous êtes. Les riches génèrent de l'argent. L'argent en soi n'est pas réel, ce n'est qu'un chiffre. Si je dis par exemple que vous avez 100 millions, c'est sûr que les 100 millions ne sont pas dans vos valises dans la chambre. Les 100 millions sont certainement sur un compte bancaire. Et un compte bancaire, ce n'est pas quelque chose qui est concret. Ce ne sont que des chiffres qui sont là-bas. Les riches ont compris ce stratagème et l'utilisent au détriment des pauvres. On va donner un exemple. Un homme d'affaires qui veut construire un hôtel, par exemple, parce qu'il estime que c'est une bonne affaire. Il se rend à la banque
pour contracter un prêt. Naturellement, il ne va pas prendre des millions pour construire, il va aller contracter un prêt. Et la banque va lui donner le prêt. Pourquoi la banque lui donne le prêt? Parce que la banque estime qu'il est crédible, qu'il peut payer le prêt. Si vous et moi, on s'en va à la banque pour contracter un prêt de plusieurs centaines de millions, voire de milliards, la banque ne consentira pas parce qu'elle va estimer que nous ne sommes pas solvables puisque nous n'avons pas beaucoup d'argent. Le riche, oui, on peut le consentir. Et donc, il prend cet argent, il s'en va construire l'hôtel et le chiffre d'affaires que l'hôtel va générer va lui permettre de rembourser le prêt. Conséquence, au bout de quelques années, 10 ans, 20 ans, il aura fini de rembourser le prêt et l'hôtel devient sa propriété. Ça, c'est la manière simplifiée de décrire l'affaire. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que le riche a utilisé une stratagème très malicieuse. Le riche est parti à la banque pour prendre l'argent. Il a pris l'argent de qui? De vous et de moi. Pourquoi? Parce que c'est vous et moi qui épargnons l'argent à la banque. C'est notre argent qui dort à la banque et on peut prendre cet argent confié au riche pour qu'il puisse l'employer dans ses affaires. Donc le riche utilise l'argent des autres. Mais il n'utilise pas que l'argent des autres, il utilise et le temps et la connaissance des autres. Qui construit l'hôtel? Ce n'est pas le riche. C'est vous qui avez étudié, c'est vous qui êtes peut-être architecte ou ingénieur et c'est vous donc qui savez construire. Et quand il aura fini de construire, c'est vous qui avez étudié la comptabilité, la gestion et tout ça, qui pouvez gérer son hôtel. Et donc, le riche utilise votre temps, votre intelligence et votre temps et votre argent. Parce que c'est vous aussi qui dormez dans l'hôtel. Ce n'est pas le riche qui dort dans son hôtel tous les jours pour pouvoir créer le chiffre d'affaires. Donc, l'argent que génère l'hôtel sera payé les employés que vous êtes, mais c'est votre argent parce que c'est vous aussi qui dormez dans les hôtels lors de vos voyages et tout ça. Et donc, le riche n'a pas mis son argent. Il a utilisé l'argent des autres pour générer l'argent. Il a engendré l'argent. C'est vrai que c'est un exemple un peu résumé, mais si on regarde de plus près, Père Riche disait, quand il s'agit de l'argent, il faut apprendre à gérer le risque. Le riche ne va pas aller seul pour construire l'hôtel. Il va peut-être se constituer en un groupe de plusieurs investisseurs qui vont contracter ce prêt. Et de cette manière, le risque sera minimisé. On peut générer de l'argent si on maîtrise le domaine financier. Encore une fois, voici la raison pour laquelle il faut connaître le système financier. Il faut s'évertuer à s'éduquer financièrement. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. L'école n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Il faut travailler pour apprendre. Il ne faut pas travailler pour l'argent. Il ne faut pas travailler pour l'argent. Une jeune journaliste a interviewé Robert Kiyosaki et Zig Ziglar lors d'une interview. Et après l'interview, elle s'est approchée de l'auteur pour lui demander quelques conseils sur sa manière de faire pour devenir un auteur à succès. Et l'auteur lui dit d'aller suivre des cours sur la vente. Et la jeune dame, qui estime qu'elle a fréquenté de grandes universités, qu'elle est très reconnue en tant que journaliste, estime que c'est une insulte qu'on lui dise d'aller suivre des cours de vente. Alors qu'elle écrit très bien et tous ses amis disent que ses contenus, parce qu'elle écrit des romans et tout ça, c'est vraiment bien, mais elle n'arrive pas à vendre. Elle estime que c'est une insulte, donc ne va pas suivre les cours. Et l'auteur explique que c'est ce qui a fait la différence entre un auteur à succès et un auteur qui n'a pas le succès. Fondamentalement, ce n'est pas le contenu de l'œuvre, mais c'est comment vous vous arrangez pour vendre votre travail. Pendant que lui, il a travaillé dans une société de vente, il a appris beaucoup de compétences de vente, telles que la comptabilité, l'investissement, le marketing et la loi. Et il affirme que cette compétence sépare beaucoup de personnes de leur succès. Et c'est justement cette compétence qui a manqué à cette jeune journaliste pour qu'elle puisse vendre ses œuvres à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde entier. Quand il s'agit de l'argent, la plupart des gens ne maîtrisent qu'une seule stratégie, c'est de travailler dur. Travailler dur, c'est bien, mais seul le travail ne suffit pas. Il faut développer votre QI financier en matière de comptabilité, d'investissement et autres. Très important. Donc, temps pour vous de vous lancer. N'attendez pas que tous les feux soient verts avant de vous lancer. Lancez quelque chose. Commencez par acquérir des éléments d'actifs et vous allez commencer par constituer votre fortune. Surmontez votre incrédulité, votre peur de perdre de l'argent, la négligence, les mauvaises habitudes et l'arrogance et lancez-vous. Il n'est jamais trop tard pour se lancer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que vous aurez aimé la vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, il faut liker la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé aussi, il faut liker. Et si vous ne savez pas si vous avez aimé ou pas, il faut aussi liker la vidéo et surtout partager autour de vous. Partager à quiconque pourrait être intéressé, en tout cas à quiconque à qui cette vidéo pourrait aider à aimer lire, ça va peut-être lui aider. Merci beaucoup à tous. Shalom, on est ensemble.